Je vais vous parler un tout petit peu de philosophie, en fait. Alors, pourquoi l'intervention d'un philosophe? C'est euh, peut-être intéressant d'en discuter quelques minutes. Alors, je suis certes philosophe, si on peut s'intituler comme ça, mais je suis aussi psychiatre. Et j'ai exercé depuis très longtemps dans le domaine de la psychiatrie publique. J'y suis encore. Et je suis aussi enseignant en psychiatrie, parfois en psychologie et parfois en philo, et très intéressé par la psychothérapie, on va dire, d'une façon générale. D'autre part, j'ai une formation, en fait, personnelle, euh, d'une part dans le champ psychanalytique, et d'autre part en tant que phénoménologue. Et alors ça, c'est une spécialité un petit peu particulière, c'est une branche de la philosophie particulière qui s'intéresse essentiellement au vécu et qui fait partie de la tradition existentielle de la philosophie. Et donc, ce que je vais vous faire va être très inspiré de l'analyse existentielle. Donc, j'aurai aussi à vous faire part, au fur et à mesure, dans ces cours, de la façon de penser l'expérience psychiatrique qui est propre à l'analyse existentielle et qui est propre à ce courant qui s'appelle aussi Daseinsanalyse et qui s'appelle aussi psychiatrie phénoménologique, en fait, qui a différents noms. Mais peut-être que si je vous donne quelques noms, ça fera écho à certains d'entre vous immédiatement. Si je vous parle de Jaspers, de qui je vais vous parler aujourd'hui, ça vous parlera peut-être, parce que vous savez peut-être l'importance qu'il a eue dans la fondation de la psychiatrie européenne. Et puis, je vais vous parler certainement de Binswanger et de Tellenbach. Tous ces noms, en fait, ce sont des... Vous avez peut-être un exemple un petit peu plus célèbre en France ou en Europe d'un auteur américain qui s'appelle Irving Yalom. Peut-être que beaucoup d'entre vous avez pu lire Irving Yalom parce qu'il a été l'auteur de best-sellers et c'est un analyste existentiel. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous aussi, eu vent de l'analyse existentielle que Sartre avait fait de Flaubert. C'est dans ce courant, si vous voulez, que je vais me situer. Et vous avez certainement entendu parler d'un philosophe nommé Merleau-Ponty, euh, dont je m'inspire beaucoup, en fait, dans ce travail, mais dans d'autres travaux de recherche, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que l'empathie. Donc, on parlera aussi de différents courants qui sont issus de ce courant lui-même et qui sont encore très actifs aujourd'hui, et en particulier aussi qui se sont développés dans un champ qui était inattendu, qui est aussi le champ des neurosciences. Donc on parlera de tout ça, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de euh, qu'est-ce que ça signifie comprendre. Alors, évidemment qu'on ne va pas résoudre la question si facilement, et que on va avoir vous êtes une quarantaine maintenant. Bon, c'est vrai que là, c'est surchargé, comme il y en a à l'école primaire. Et donc, euh, parler de comprendre, c'est un peu vague. C'est vague et le mot comprendre est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Ceux qui, d'entre vous, enfin parmi vous, ont une formation psychanalytique ou un intérêt pour la psychanalyse, alors c'est pas que je m'adresse à eux préférentiellement, je vais essayer de parler pour tout le monde, mais ceux-là savent que, par exemple, Lacan a vivement critiqué ce courant phénoménologique en disant, par exemple, gardez-vous de comprendre. Et donc, il faudra tenir compte de cette idée et de cette... euh, c'est plus qu'une remarque de la part de Lacan. C'est quelque chose qui aura été critique toute sa vie et qui l'aura fait se tourner aussi vers la compréhension euh, de l'expérience
essentiellement au travers de l'expérience du langage. Et donc, on en tiendra compte. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler simplement de comprendre et de qu'est-ce que ça veut dire, au fond, pour l'organisation tout entière du champ des sciences. Donc, on va faire un petit peu d'épistémologie, si vous voulez, et dans quelle mesure cette distinction qui oppose le fait de comprendre au fait d'expliquer est quelque chose qui est constitutif, finalement, euh, de l'opposition entre les sciences humaines et les sciences de la nature. Opposition qui a été plus que fertile, mais qui, dans une certaine mesure, mérite d'être dépassée. Et donc, en connaître les racines, c'est sans doute assez intéressant pour pouvoir avancer dans ce domaine, qui est le domaine de la compréhension. Au fond, en gros, le métier du psychothérapeute, enfin, j'ai besoin d'une confirmation là, est-ce que vous êtes tous finalement principalement des psychothérapeutes en herbe? Je regarde un petit peu ce que vous... euh, oui, en herbe. Quelqu'un me répond. Muriel me répond oui, en herbe. Il y en a certains qui ont une formation coaching, d'autres ont une formation, je suppose, de psychothérapeute, psychopraticienne, voilà, sophro-hypnose, formation de psychopraticien. Voilà, vous êtes donc en formation de psychopraticien ou de sexothérapeute ou d'hypnothérapeute. Ah ben, il y a quelqu'un qui est passionné de philosophie, ça tombe bien, et moi aussi. Et bon, voilà, ça me donne déjà un petit peu une idée quand même. Je regarde depuis le début. Donc vous dites bonjour à tous. Très bien, bonjour. Voilà, ça y est, je me fais une idée. Et donc, euh, aujourd'hui, on va essayer de parler de cette question du comprendre. Comprendre étymologiquement, bon, c'est une banalité, c'est prendre avec. Mais peut-être que ce qui questionne, c'est cet être avec, justement. Et ce que nous partageons tous, vous et moi, par exemple, dans les formations qui sont quand même assez différentes que vous avez entreprises, c'est de rencontrer autrui. Et donc, quelque part, comprendre, ça va être la préoccupation principale de celui qui cherche, en présence d'autrui, à le rencontrer. Et cette idée de la rencontre, c'est ce qui a ordonné, on pourrait dire, tout le courant de l'analyse existentielle, mais aussi tout le courant de la psychothérapie institutionnelle. Vous avez certainement entendu parler aussi de la psychothérapie institutionnelle et du rôle que pouvait y jouer la phénoménologie et la psychanalyse et le marxisme. Et l'idée centrale, quand même, c'est le rencontre, la rencontre. Et cette opposition entre les sciences humaines et les sciences de la nature qui fait que quand on fait des sciences humaines, parfois, et quand on a une formation un petit peu trop rapide, on a tendance à penser que les sciences de la nature sont forcément inhumaines. Qu'au fond, il y a d'un côté les sciences humaines et puis de l'autre les sciences de la nature qui seraient inhumaines. Et souvent, on se sert dans ce courant-là d'une critique de la technique. La position du philosophe phénoménologue a souvent été longuement critique de la technique. Je ne me situe pas du tout dans ce champ, et en fait, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est une critique constructive des techniques de psychothérapie euh, en les comparant. Et là, ce sera qu'un premier pas aujourd'hui, en- qui consistera à faire des ponts entre expliquer et comprendre. Alors, cette distinction, historiquement, elle a été introduite par un philosophe, philosophe de la religion et de l'interprétation,
avant que d'être philosophe des sciences, qui s'appelait Dilthey. Alors ça s'écrit Dilthey. Donc vous voyez que j'ai choisi de ne pas faire de PowerPoint, je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, j'en ferai peut-être un jour, j'en sais rien, mais les PowerPoint, je trouve, souvent brouillent la parole. Ce qui est le plus difficile quand on fait un cours, c'est de ne pas lire le cours, de ne pas se référer comme ça à un cadre trop strict, ce qui fait que le cours devient vite ennuyeux et peu réactif. Là, ce que je vous demande, et quelque part, on apprendra à faire ça au fur et à mesure, c'est à réagir euh, pour pouvoir interagir en fait dans la construction du cours. Et voilà. Donc, de temps en temps, je suis interrompu par la lecture du chat, mais voilà. Donc, expliquer et comprendre. Dilthey, donc en gros, il est mort dans les années 1920 et il a été, on va dire, un critique et en même temps un collègue philosophe donc, de Edmund Husserl, dont je vous parlerai aussi. Et ces deux-là vont être ceux dont s'inspire Jaspers. Or, Jaspers reprend euh, à Dilthey sa distinction entre expliquer et comprendre. Et l'œuvre de Jaspers tout entière euh, consiste à opposer expliquer et comprendre, et à s'en servir pour refonder quelque part la psychologie et la psychiatrie, et globalement les sciences humaines. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Oui, Wilhelm Dilthey, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui c'est marrant qui écrit les choses au fur et à mesure, c'est pas mal ça. Oui, voilà, qui dit ça à tout le monde. Donc merci beaucoup. Euh, je vais regarder votre prénom. C'est ma cornette, merci. Donc, c'est cette distinction que fait le Dilthey, elle repose sur des idées très simples, ce qu'il s'agit de fonder les sciences de l'esprit. Alors en allemand, c'est Geisteswissenschaften, et euh, c'est simple, il le dit, je cherchais la phrase exacte, je vais le retrouver. En gros, il dit les sciences de la nature, c'est quelque chose qui est fondé sur la preuve, sur l'évidence, et les sciences de donc l'évidence de l'explication. En ce sens-là, par la nature, on cherche à expliquer la nature. Donc on recouvre d'une certaine manière les questions par des explications, tandis que les sciences humaines, elles sont fondées sur le fait de se comprendre, c'est-à-dire d'être là, de présence à présence, et d'essayer euh, de comprendre ce qui se passe quand je rencontre autrui. Et ce qui se passe, c'est quelque part un événement. La rencontre, c'est un événement. Et faire de ce fait qu'est une rencontre un événement passe par euh, l'analyse, quelque part, d'expression, la compréhension de son comportement à partir de l'empathie, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, est assez mystérieux, qui pose question. Comment ça se fait que je puisse comprendre les autres? Qu'est-ce qui fait que quand je suis face à autrui, je suis face à quelqu'un, à une personne, à une subjectivité en train de se construire, à un autre sujet. Qu'est-ce qui fait que autrui n'est pas simplement un objet? Qu'est-ce qui fait que autrui n'est pas juste un mannequin, ou un sosie, ou une machine, etc. C'est pas très facile à définir cette rencontre d'autrui.
Et toute la pensée autour de la compréhension va être de tenter de définir avec plus ou moins de vérité ce qui se passe lorsque je rencontre autrui. Or, justement, c'est aussi ce qui se passe quand je rencontre autrui dans le cadre de la psychothérapie. Lorsque je rencontre quelqu'un que je ne connais pas et qui se présente à moi, et qui fait que cette présentation de moi à l'autre et de l'autre à moi va poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait que je vais le découvrir en tant que sujet? Mm. Et à partir de quoi je vais pouvoir le penser comme sujet qui est en train de lui-même de se construire. La psychothérapie passe par ça. Au fond, le coaching aussi, d'ailleurs. C'est ces mêmes questions qui sont euh, en jeu. C'est la question de la personne et de la personne en train de se constituer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est pas trop ennuyeux? Est-ce que, en fait, j'ai besoin Non, ça va. de votre avis ou de vos premières questions? Enfin, ne vous gênez pas à certains moments, parce que euh, le danger là-dedans, c'est que ce soit pas très clair. Bon, je vous remercie. Je vois que ça a l'air d'aller. Et on va continuer dans ce sens-là. Vous verrez aussi qu'on prendra des exemples. Là, je fais encore une parenthèse. Les exemples qu'on prendra seront tirés de cas cliniques euh, qui sont extraits des relations que je peux avoir avec des patients, mais qui sont un peu transformés pour pas qu'on les reconnaisse d'abord, même si, en général, je parle avec le patient de ce que je suis en train d'écrire à son sujet et que j'obtiens son accord quelque part. Alors, ça m'est arrivé d'écrire un livre avec ce que j'appelle des cas éclairs, c'est-à-dire des cas très courts qui donnent à voir quelque chose d'un problème spécifique ou d'une façon de procéder pour faire de la psychothérapie. Donc, ces cas éclairs, de temps en temps, j'en citerai un ou j'en construirai un avec vous. Et peut-être qu'à la limite, ça fait partie des exercices que euh, j'aimerais un jour vous voir faire aussi. Il faut que les cas aient quelque chose de pointu pour qu'ils aient du sens. Il faut qu'ils pointent quelque chose de précis d'un problème. Et le cas dont je vous parlerai aujourd'hui, peut-être, si on en a le temps, ça sera celui d'une dame que j'ai appelée Denise, et qui est en fait une très vieille dame, on peut dire, qui a 85 ans quand je la rencontre, et qui a une démence. Et je vous raconterai cette question que lui pose, ces questions que lui pose sa dégénérescence et les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie. Parce qu'au fond, à moi, en tout cas, elle a posé directement la question de la compréhension. C'est une dame qui vient me voir, accompagnée par son époux, et qui vient me voir en individuel, je la reçois toute seule, souvent en se demandant, au fond, qui je suis, ou en croyant reconnaître quelqu'un d'autre, parce qu'après tout, elle a perdu une partie de la mémoire, et sa difficulté, c'est de reconnaître les visages des gens, les personnes, la situation, etc. Donc elle a oublié beaucoup de qui elle était elle-même, dans une certaine mesure. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est que quand elle rentre, et quand à la fin de l'entretien qui dure longuement, elle, euh, elle sort, elle me remercie en disant que euh, ça lui a fait du bien, parce qu'elle s'est sentie comprise. Et donc la question que m'a posée cette dame, c'est comment c'est possible de se sentir compris ou d'être compris quand on a oublié qui on est? En fait, elle n'a pas oublié qui elle est, elle a plutôt oublié qui sont les autres, certains autres, ou bien elle les confond, ou bien, comme beaucoup des personnes qui ont une dégénérescence, par exemple, elle est capable de prendre son mari pour un fils, ou euh, elle est capable de confondre les portraits des gens. Mais le fond, il y a quelque chose qui n'a pas changé.
Et c'est à partir de ce quelque chose qui n'a pas changé et qui reste et qui va être entre nous, dans la psychothérapie, que chacun va avoir l'impression de se comprendre. Et en fait, je vais essayer de parler de ça un petit peu directement ou indirectement, parce que c'est à mon avis une question centrale. Qu'est-ce qui fait que quand un autre se présente, on a, au bout d'un certain temps de fréquentation, le sentiment de pouvoir se comprendre. Et ce sentiment de comprendre et d'être compris passe par, à un certain moment, le fait de se comprendre soi-même, mais en fait le fait de comprendre aussi en quoi nous vivons dans un monde familier et comment est constitué ce monde familier, et comment c'est le mien propre, et comment je peux le partager avec d'autres. Donc en se comprenant quelque part, ce que cette dame me fait entendre, c'est qu'il faut d'abord comprendre son monde, et que donc la compréhension va se passer sur le fond, l'arrière-fond quelque part de ce monde, qui va être à la fois un monde vécu propre et un monde vécu et partagé. Donc vous voyez que Dilthey, quelque part, quand il décide, en fait, quand il montre que les sciences humaines et les sciences de la nature s'opposent, comme on peut expliquer, comme on peut opposer, expliquer et comprendre, ça peut aller très loin. Et c'est repris par Jaspers qui, en 1913, publie un ouvrage qui s'appelle Traité de psychopathologie, et dans lequel il va reprendre cette distinction entre comprendre et expliquer, et il va approfondir quelque part des critères pour pouvoir étayer ce domaine de la compréhension qu'est la psychiatrie, au fond, ou la psychopathologie, ou la psychothérapie, etc. C'est en 1913 que ça se passe. Il y a eu Freud, qui l'a un peu précédé, il y a eu Charcot, il y a eu toute l'histoire du 19e siècle, des aliénistes, etc., et qui précède euh, ces moments de compréhension. Il y a eu les grandes classifications, en particulier celle de Kraepelin, qui permettait d'inscrire les pathologies mentales dans des catégories. Et puis il arrive cet objet un peu étonnant, euh, qu'est la psychopathologie générale de Jaspers, et dont je vais vous parler aujourd'hui, un petit peu plus profondément. Jaspers, il a vraiment influencé le cours de toute la psychiatrie moderne, toute la psychiatrie européenne, et aussi américaine après. Il a été traduit assez tardivement en anglais, et pas très bien, ce qui fait que on n'a pas bien compris comment il procédait. Dans sa méthode, il parlait de représentation. Seulement, il utilisait un mot pour représentation qui n'est pas le mot qu'utilisait Kant, par exemple, dans la notion de représentation, dans la critique de la raison pure, etc. Donc, il utilise un autre mot qui n'est pas kantien, qui est le mot de trait d'union, présentation. Rendre présent. En fait, pour comprendre, il faut quelque part rendre l'autre présent à soi, d'une certaine manière. Donc, comprendre, c'est aussi faire l'analyse d'une présence qui est présentifiée, qui est rendue présente. Et cette question de la présence, elle est profonde, en fait. Une analyse, quelque part, une psychothérapie, etc., ça se fait de présence à présence. C'était un terme de Binswanger, ça. Dasein, c'est présence. Oui, Karl Jaspers. Alors, merci pour la bibliographe et qui nous aide beaucoup. Effectivement, c'est Karl Jaspers. Et Karl Jaspers, je vais vous en dire quelques mots. Karl Jaspers, il est psychiatre et philosophe. Oui,
Je ris parce que quelqu'un vient de toucher la tête de Muriel. Et c'est drôle parce que l'une des difficultés de la visioconférence en général, enfin, je fais encore une parenthèse, c'est de se rendre présent mutuellement, justement. Parce qu'il faut rendre présent, dans une certaine mesure, le monde qui nous entoure. Et le courant ne peut passer que s'il y a un petit peu du monde qui soit au travers de la caméra. En général, c'est la boîte dans laquelle on travaille, euh, mais c'est une toute petite partie du monde familier. Et une visioconférence réussie, c'est une sorte de partage des mondes. Et euh, c'est un peu du théâtre. Donc c'est drôle. Ça peut être drôle à faire. Et ça peut être un certain plaisir de faire des cours. Et pour en revenir à Jaspers, voilà son histoire. Il est étudiant à Heidelberg. À Heidelberg, il y a eu l'enseignement, il y a encore l'enseignement à ce moment-là de Weber, qui est le fondateur de la psychologie, de la sociologie. La sociologie subjective, en fait, c'est la sociologie allemande. Et puis, il y a aussi à l'école de médecine euh, un élève de Kraepelin. Kraepelin, c'est le grand classificateur. C'est lui qui a introduit ce qui a précédé le DSM, mais qui revient à peu près au même, de grandes catégories comme la psychose maniaco-dépressive, la paranoïa, la démence précoce, ce qui était le nom premier de la schizophrénie, et les troubles de la personnalité, l'idée aussi du délire, de certaines variétés de délire. Enfin, c'est lui qui a introduit les grandes classes de psychiatrie et qui, d'une certaine façon, dans ses premières grandes nosographies, comme le dit Alicia, dans ses premières grandes nosographies, il y a quelque chose qui est euh, utile dans la nosographie, puisque c'est classer des maladies. Mais en même temps, ça enferme. Parce qu'on peut s'enfermer dans des catégories, et ces catégories, une fois qu'elles sont étanches les unes aux autres, elles enferment la personne sans qu'on puisse plus la reconnaître en tant que telle. Elles ne tiennent pas compte de l'histoire, elles ne tiennent pas compte du développement du vécu, elles ne tiennent pas compte justement de ce qui est compréhensible dans l'expérience d'autrui. Elles ne tiennent pas compte de la singularité du patient, comme le fait remarquer Gaël. Tout à fait. Et donc, pour tenir compte de la singularité du patient, il faut aller au-delà de ces grandes classifications. C'est ce que fait Jaspers. Et pourquoi il le fait? Jaspers a 18 ans, il a commencé ses études de médecine, on lui diagnostique une pathologie chronique, grave et rare, dont il a une forme modérée, et on lui dit qu'il va mourir à 40 ans, quoi. C'est dur quand on vous dit ça à 18 ans. Et ça le révolte, et en même temps, il va essayer de... Alors cette pathologie, c'est la mucoviscidose. Il est atteint d'une mucoviscidose, euh, elle est plus grave, mais quand même. On lui dit qu'il va mourir à 40 ans, et lui, il commence à imaginer euh, quelle technique il pourrait trouver pour préserver sa vie, son souffle, son avenir. Et il inventera le clapping, par exemple, le fait de tapoter sur le thorax pour pouvoir expectorer. C'est c'est quand même incroyable. Il invente sur lui-même le clapping. Il vivra jusqu'à 70 ans. Et il deviendra d'abord psychiatre, puis après philosophe, ou pendant ce même temps philosophe, puis il ne fera plus que de la philosophie en devenant enseignant et en ayant une chaire de philosophie à Heidelberg. Et il fera de la philosophie existentielle. Pourquoi il fera de la philosophie existentielle? Pourquoi ça l'a intéressé, cette question de comprendre, cette question du vécu? Alors, il assiste à des présentations de malades à Heidelberg, à l'hôpital, et en particulier la présentation de malades d'un élève de Kraepelin. Kraepelin a décrit ce qui deviendra la schizophrénie. L'ouvrage date d'ailleurs de 1913, de Bleuler, pour la décrire. Euh, Kraepelin décrit ça comme la démence précoce. Ce serait une démence qui se développerait très tôt dans la vie
et qui serait caractérisé par son évolution quasiment irrémédiable vers une incompréhensibilité totale et vers un repli sur soi, une forme euh, de langage très ampoulé, complètement détérioré, ce qu'il appellera une salade de mots, et les personnes finissent par ne plus pouvoir être comprises par personne. Et donc, Kraepelin montrait ses patients. Alors, vous avez des photos de Kraepelin où il montre le patient comme ça à côté de lui, droit. Alors lui, il a comme Charcot un haut de forme, etc. Puis il y a le pauvre patient qui est à côté, qui le fait parler, et la personne dit, le patient dit quelque chose qui est effectivement incompréhensible, et Kraepelin dit, vous voyez cet homme, euh, tout ce qu'il dit est incompréhensible, on n'y comprend rien, c'est l'évolution finale, il mourra incompris, et euh, toutes les personnes chez qui on retrouve ces petits signes comme la bizarrerie, la discordance, le repli sur soi, vont devenir comme lui. C'est un cas exemplaire. On ne comprend pas ce qu'il dit. C'est une salade de mots. Et Jaspers assiste à cette présentation d'un élève de Kraepelin qui fait la même chose. Dans sa présentation de cas, et Jaspers se dit jamais je pourrais vivre ça. Moi qui ai une maladie chronique, je comprends cet homme qui a une maladie chronique, mais on lui annonce un pronostic irrémédiable et terrible. Il doit souffrir. Et donc, il se met à la place, quelque part, de cet homme en s'imaginant souffrant comme lui. Le fait de s'imaginer l'autre souffrant comme nous, ça fait partie de l'empathie. Vous vous souvenez peut-être de la tirade de Shylock dans le Marchand de Venise, où il y a toute une tirade sur mais je ressens, je vis, moi-même je souffre, etc. Où il y a cette expression de la souffrance comme affirmation de la subjectivité de l'autre. Eh bien, l'empathie, ça passe par là, ça passe par cette compréhension de la souffrance d'autrui, et même lorsqu'autrui est incompréhensible, nous devons essayer d'imaginer, non pas pourquoi on ne le comprend pas, ce qui serait de l'ordre de l'explication, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, ou bien qu'est-ce qu'il fait là, ou bien qu'est-ce qui fait que je ne le comprends pas, ou bien qu'est-ce que c'est que ce mystère de la personne d'autrui, ou bien dans quelle relation je suis avec lui, dans ce monde-ci, y compris une relation professionnelle, pour pouvoir faire de cette compréhension mon métier, etc. On peut se poser toutes ces questions-là. Avez-vous des questions? Bon. Jaspers aborde quelque part une référence peut-être. Jaspers, la psychopathologie générale, Karl Jaspers. Une autre référence, euh, oui, Canguilhem, bien sûr, question du normal et du pathologique. Et puis, oui, Carl Rogers, bien sûr, tout à fait. L'acceptation inconditionnelle de Carl Rogers, oui, tout à fait. Carl Rogers, c'est pas mal, parce que beaucoup de ce que je vais vous dire va être aussi influencé par Carl Rogers, que l'on peut considérer comme un des inventeurs des psychothérapies humanistes ou existentielles, telles qu'elles sont. Donc, l'acceptation inconditionnelle, oui. Lorsqu'on entre comme ça en relation avec un patient, en fait, on essaie de comprendre dans quel monde il vit, donc,
Et ce qu'il va nous dire de ce monde-là. Les patients, tels qu'ils étaient présentés par les aliénistes du 19e siècle, ils étaient présentés un peu comme des objets d'étude. Donc, sortir de cette idée que le patient doit se ranger obligatoirement comme, dans une catégorie et être un objet d'étude pour pouvoir faire accéder à son propre monde. C'est un peu ça, l'une des questions. Donc, son propre monde, c'est, faut se demander comment on peut accéder, en fait, à ça. Et là, Jaspers va s'inspirer et de Dilthey dans cette idée de la compréhension, qui est la fonction des sciences humaines, et d'un philosophe que Dilthey critique un peu, mais qui est lui-même un petit peu plus jeune que le Dilthey, et qui s'appelle Edmund Husserl. Si quelqu'un veut bien écrire sur le chat, ça serait merveilleux. H-U-2-S-E-R-L, Edmund, son prénom, et c'est le fondateur de la philosophie phénoménologique. C'est le fondateur avec une méthode, et méthode que reprend dans sa première mouture Jaspers en écrivant sa psychopathologie générale. Pour rendre présent l'autre dans sa présence, il faut aussi passer par une étape. On va renouveler ce passage régulièrement. Une étape qu'on appelle la réduction, à la suite de Husserl, la réduction phénoménologique, et où cette étape euh, nous permet quelque part de mettre entre parenthèses, en fait c'est une attitude à avoir, c'est une attitude. L'acceptation dont parle Rogers, quelque part, passe par cette étude. Parce que pour pouvoir comprendre ce que l'autre nous raconte, il faut être aussi capable de ne pas tout de suite remplir la rencontre de présupposés, de clichés, de choses que l'on croit savoir de lui, d'explications. Les classifications catégorielles nous fournissent des explications toutes faites. Lorsque ce psychiatre effraie Jaspers en montrant son patient et en disant, voilà, cet homme, il va devenir dément précoce et à la fin de sa vie, on ne comprendra plus rien de ce qu'il dit parce qu'il parlera une salade de mots, il le classe dans une catégorie. Avant les murs de l'asile, quelque part, il y a les murs des catégories. Et ces murs des catégories dans lesquels la psychiatrie prend l'habitude de classer les patients euh, au XIXe siècle, puis au XXe, on n'en est pas sorti encore. Mm. L'habitude de classification catégorielle comme base des nosographies, très proche au fond d'ailleurs de l'attitude catégorielle que pouvait avoir un Linné lorsqu'il classait toutes les espèces, cette attitude catégorielle, c'est un jugement explicatif, puisqu'on part du principe que l'autre est dans une maladie. Et ce jugement explicatif est censé servir la médecine, puisque en entrant dans des catégories, on peut espérer trouver des traitements spécifiques, etc. Mais dans le même temps, enferme la personne du patient dans une conduite qu'il est censé avoir. Il arrive que les patients que nous rencontrons, nous psychiatres, se conforment quelque part, lorsque nous les rencontrons, à la catégorie dans laquelle euh, nous sommes supposés les enfermer. Et ça aussi, c'est une critique que Jaspers permettra quelque part d'entendre. Pas de questions pour le moment? Ou de commentaires? Alors, je vois pas, excusez-moi, hein, je vois pas comment on fait pour lever la main sur Ben, vous sur apparaissez déjà, ce mais je chat. pense que lever la main, alors, oh là là, je ne vais pas pouvoir vous apprendre le fonctionnement. Non, parce que d'habitude, il y est, et là, je l'ai pas. Je sais pas si pour les autres, c'est pareil. Oui, pardon? D'accord. Va sur plus. Oui, pareil. Alors, pareil, quel est le problème? Il faut aller sur plus peut-être. Et tu appuies. D'ordinaire, quand on a une interrogation ou une question sur Zoom, on peut se manifester
En Oui, en levant levant une la main. petite main, voilà, qui nous permet de montrer à la personne qu'on souhaite prendre la parole. Et là, comme ce n'était pas là, je me demandais si les autres avaient la même chose. Oui, tu vas sur Il faut plus, cliquer sur réagir, Pour réagir, vous Alicia. tu l'avez sur cliques sur réagir, plus et quoi. tu cliques sur réagir. Ah, Sur d'accord, réagir très après, bien. après la main levée, oui. Très bien, merci. Donc, Du coup, si je peux me permettre, Monsieur oui, Nodin, j'avais par rapport à ce que vous disiez sur les murs des catégories, en fait, une petite remarque d'un jeune garçon qui m'a dit une fois que il ne ferait pas le métier de ses rêves, donc un jeune garçon qui est TSA, qui a un autisme, qui ne pourrait pas faire le métier de ses rêves puisque son enseignante l'a informé que, étant donné qu'il avait un TSA, il ferait un CAP et pas autre chose. Et donc, je trouve que ça rejoint ce que vous disiez dans le sens où, voilà, même des gens qui sont pas forcément le psychologue attitré, le psychiatre, arrivent à dire à ce genre de personnes qui sont, voilà, catégorisées, que les choses ne leur sont pas accessibles. Les choses hors de leur cadre ne leur sont pas accessibles. absolument. Voilà. Oui, c'est C'était une ma bonne petite remarque. illustration. C'est une bonne illustration de l'autostigmatisation qui est quelque part la résultante directe de boucles catégorielles où finalement, une fois qu'on est classé dans une de ces catégories, c'est plus difficile d'en sortir. Et souvent, on nous fait croire à ce moment-là, ou nous croyons, que pour pouvoir avoir une vie à soi, il va falloir passer par l'acceptation du diagnostic, puis par un rétablissement qui serait tout à fait adapté, c'est-à-dire peut-être une restriction de nos ambitions ou le rabotage de notre idéal. Alors que ce que la personne a souvent de riche, c'est justement son idéal. Oui, oui, c'est une très bonne remarque. Attendez. Oui, Très bien, bonjour. Moi, j'avais une remarque également. Je suis d'accord, hein, enfin, avec ce que vous dites et c'est les critiques qu'on a aujourd'hui par rapport au DSM-5 justement qui classifie toutes les maladies psychiatriques. je vous entends mal, pardon. Ah. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, je sais pas, bon, Là, vous allez-y. m'entendez mieux là? Vous m'entendez Oui, mieux? oui, là, je vous entends bien. Eh bien, je dis aujourd'hui, en fait, c'est la critique qu'on oppose au DSM-5, c'est-à-dire qu'on catégorise les différentes maladies psychiatriques, et sans justement prendre en compte la singularité du patient. Par rapport à ça, on oppose souvent la problématique du temps, c'est-à-dire que lors des consultations ou le manque de psychiatre tout simplement, le manque de temps, du fait, c'est plus facile de catégoriser les patients que finalement de trouver le temps d'avoir connaissance de leur environnement, etc. Donc très facilement, en fait, l'objection qui revient tout le temps, c'est mais aujourd'hui on n'a pas le temps. Donc d'un point de vue philosophique, je suis entièrement d'accord avec vous, mais par rapport au contexte dans lequel on évolue, est-ce qu'on peut espérer que ça évolue dans le bon sens justement? Qu'on prenne en compte de plus en plus la singularité du patient, Prendre en compte de plus en plus, quoi, du patient? sa singularité en fait. Je n'ai pas compris le mot, excusez-moi. Vous n'entendez pas très bien, non? Là, La vous avez singularité? dit vulnérabilité ou vulgarité? Non, singularité. Singularité. Bon, Oui. tant mieux. Alors, je n'ai pas compris la question, excusez, enfin, pardonnez-moi. Reformulez-le. Là, c'est lié au fait que je n'ai pas tout entendu. C'est pas lié au contenu de votre question. Oui, écrivez-la. C'est vous, Gaël? Non, c'est Nicolas. Ah. Non, c'est Gaël. Voilà, d'accord. Donc vous écrivez la question parfaitement. Ça, c'est bien.
C'est du DSM qui catégorise et qui fait qu'on ne prend pas en compte la singularité du patient. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Or, aujourd'hui, il est souligné, hélas, que le psychiatre n'a pas le temps pour ça. Donc, comment peut-on espérer des jours meilleurs? Je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée que les psychiatres n'aient pas le temps pour ça. Euh, c'est de la mauvaise foi, caractérisé de dire des trucs pareils. Mais c'est euh, les psychiatres, quand ils rencontrent quelqu'un, ils doivent prendre le temps de le rencontrer. Ouais. Sinon, c'est pas des bons psychiatres. Ou bien ils font de l'abattage, ou bien. Maintenant, c'est pas parce qu'ils le rencontrent longtemps qu'ils le rencontrent forcément. Et disons que le patient s'impose peut-être un petit peu plus à eux s'ils le rencontrent longtemps. Mais en fait, euh, ce que vous soulevez, c'est le problème de la fréquentation de quelqu'un, qui fait que lorsqu'on le fréquente, on apprend à le connaître, qui fait qu'on le rencontre dans qui il est et non pas ce qu'il est, qui fait qu'on le rencontre dans son singularité, parce que, passant du temps avec, émergent des questions ou des incompréhensions. On peut prendre le temps, par exemple, de reformuler des choses ou de faciliter son expression ou tout simplement de l'écouter. Il y a que les psychiatres d'aujourd'hui n'aient pas le temps d'écouter les gens. Je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre et puis je ne peux pas supporter l'idée qu'on leur enseigne leur discipline de cette façon-là. Vous avez je ne sais combien d'heures de psychothérapie dans cette école. C'est beaucoup d'heures. Les psychiatres, dans toute leur formation, lorsqu'ils sont internes dans certaines régions, n'ont qu'une vingtaine d'heures de formation à la psychothérapie. Or, ils ont le droit, et ça a été revendiqué par leur syndicat, par patati patata, à s'intituler a priori psychothérapeute. Et donc, ça pose quand même un problème. Les psychiatres ne sont pas formés à la psychothérapie la plupart du temps, dans le monde d'aujourd'hui. Et non seulement ils ne sont pas formés à la psychothérapie, mais ils sont formés pour construire des catégories. En tout cas, ça a été vrai de, on va dire, 1980, la traduction du premier DSM-3, enfin du DSM-3, et puis jusqu'à il y a une dizaine d'années. Les critiques ne sont pas venues que du DSM-5, elles sont venues de tas d'autres méthodes qui sont d'ailleurs parfois fondées sur les neurosciences elles-mêmes, mais la critique du DSM, elle était très présente en Europe parmi certains courants des psychiatres européens et ceux qui étaient inspirés de la psychopathologie, mais toute une branche de psychiatres ne sont pas du tout formés à la psychopathologie. Une majorité des psychiatres euh, qui ont aujourd'hui 30 à 50 ans n'ont pas été formés du tout à la psychopathologie, l'ont refusé, ou on leur a même enseigné euh, que c'était un non-sens de passer du temps à écouter l'histoire que nous racontent les patients. Alors c'est ça notre métier. Dans ma génération, il y avait encore des dinosaures euh, qui écoutaient les gens, simplement parce qu'ils s'intéressaient à leur histoire et qu'ils avaient fait ce métier-là parce qu'ils s'intéressaient à leur histoire. C'est pas le cas de tous les psychiatres. Alors c'est très décevant, mais je crois que qu'il faut passer par cette critique un peu primaire. Malheureusement, on leur propose aussi des techniques toutes faites. Et à ces psychiatres-là, ou à ces psychologues-là, ou à ces euh, enseignés-là, on leur propose des techniques de psychothérapie toutes faites et rapides, qui ne passent pas par une compréhension de ce que c'est que la psychothérapie dans son processus thérapeutique.
Et donc, passer par exemple par l'idée de comprendre ce que ça veut dire comprendre, et d'avoir aussi une vision critique par rapport à ce que ça veut dire comprendre, euh, c'est une première étape. Dans la plupart des facs euh, de médecine, la psychiatrie n'est pas enseignée sous cet angle-là. On leur enseigne d'emblée les catégories. Pour réussir l'internat, il fallait jusqu'à aujourd'hui bien connaître le DSM, qui pourtant n'est même pas un manuel de formation. Alors je suis d'accord avec la remarque de Gaël. Euh, Dire qu'on n'a pas le temps, quand même, c'est gonflé. Enfin, voilà. Parce qu'en plus, cette idée de la compréhension, ça doit se produire d'emblée. Vous avez quelqu'un qui entre dans votre bureau, c'est quelqu'un. La façon même dont il entre dans votre bureau, la façon dont il se présente, la façon dont... Il y a déjà des choses à comprendre. Pour faire les diagnostics du DSM, il va vous falloir comprendre des choses. Pour faire ce diagnostic de bizarrerie, il va falloir aussi comprendre à partir de quoi vous pouvez vous fonder pour trouver que quelqu'un d'autre que vous est bizarre. Et ça, vous le faites quelque part spontanément. Cette, ce manque de naturel qui définit la bizarrerie, vous allez la découvrir spontanément parce que vous avez compris aussi ce que c'était que être naturel et familier, ni trop ni pas assez, dans une rencontre ordinaire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, etc. Déjà, les rencontres se passent sous cet angle-là ou pas. Il faut qu'on vous l'apprenne. Donc, c'est un peu une chance que nous avons de saisir, d'avoir le temps euh, d'évoquer ces problèmes-là et d'avoir le temps de parler de ce que c'est que la compréhension. Par exemple, Jaspers oppose quelque chose qu'il reprend à Husserl, c'est l'idée d'une... Husserl parle d'une phénoménologie statique et d'une phénoménologie génétique, d'une phénoménologie descriptive, si on peut dire, et d'une phénoménologie qui s'intéresserait à la genèse du sens. La compréhension, ça ne se produit pas dans cette étape de décrire les choses telles qu'on croit qu'elles sont. On peut passer par cette étape-là, mais ensuite il va falloir comprendre comment le sens naît, par exemple, de l'enchaînement des vécus. Et ça, c'est l'apport de toute l'œuvre de Jaspers. Comprendre finalement comment on peut passer du statique au génétique en comprenant que comprendre, c'est passer par une analyse de l'enchaînement des vécus. Un vécu en enchaîne un autre, qui en enchaîne un autre, qui en enchaîne un autre. Et les choses sont compréhensibles parce que il y a quelque part une sorte de cohérence interne. C'est un critère des histoires subjectives. Il y a une cohérence interne qui font que je comprends que quelqu'un qui part de l'idée euh, que son compagnon ou sa compagne le trompe, qui commence à accumuler des preuves pour que ça lui semble réel, qui finit par élaborer quelques pièges pour que la vérité puisse apparaître, et puis être convaincu ensuite, par jalousie, du fait que l'autre aimait le trompe. Et on comprend donc comment s'enchaîne un vécu de jalousie par rapport à certaines anomalies de l'expérience, y compris de l'expérience perceptive, sur lesquelles j'ai le souvenir d'un très grand oncle. Enfin, il n'était pas très grand, mais il était relativement éloigné quand j'étais enfant, qui était jaloux euh, de sa femme, et donc il mettait des petites preuves. Il traçait à la craie la marge du bas des rideaux sur le sol pour voir si sa femme avait ouvert les volets, tiré le rideau et regardé le voisin d'en face avec lequel elle était censée le tromper. Bon, ça, c'est de la paranoïa, bien sûr. On peut mettre l'étiquette de paranoïaque là-dessus.
Mais qu'est-ce qui fait que l'on va mettre cette étiquette-là? C'est ce à quoi s'intéresse Jaspers. C'est pas le diagnostic lui-même, c'est comment on le fait. Et donc cette question de comment on articule l'explication et la compréhension pour pouvoir faire un diagnostic. À partir de quand, par exemple, quelque chose fait symptôme? À partir de quand on repère dans une anomalie ou dans un signe clinique quelque chose qui serait, pour le psychiatre, le médecin, donc l'indice d'une maladie cachée, qui serait cachée là au fond? La schizophrénie, par exemple, ou la démence précoce, etc., ou la paranoïa, etc. Et cet ordre de l'explication, même quand on la recherche, peut ne pas suffire et ne suffit certainement pas à comprendre. La compréhension se base sur d'autres critères, qui vont être, par exemple, la plausibilité de l'histoire, la résonance, l'empathie que l'on ressent euh, en résonance à l'empathie de l'autre, la subjectivité de l'autre, etc. Donc la compréhension passe par des critères différents, qui sont des critères génétiques, la façon dont s'engendre un vécu par un autre. Ça, c'est un des apports principaux de Jaspers, parce qu'il décrira aussi que parfois, cette compréhension bute et qu'il y a effectivement des personnes qui ont des comportements incompréhensibles. Et comment parfois il faut à ce moment-là supposer l'existence d'un processus pour parvenir à expliquer l'incompréhensibilité de la présence de l'autre. Là, je vous en ai dit plus. Euh, Est-ce que vous avez des remarques ou des... un petit peu plus avancé? Husserl, dans ses premières recherches, qui s'appelaient les recherches logiques, il entendait quelque part lutter contre le positivisme. Les classifications catégorielles sont vraiment issues du positivisme et du déterminisme logique qui construit les sciences de la nature. Lorsqu'on sort de ces classifications catégorielles pour essayer de comprendre ce que les gens nous racontent, le, la compréhension ne va pas pouvoir se satisfaire de l'enchaînement des choses telles que c'est pensé dans les sciences de la nature. C'est-à-dire quelque chose de déterministe qui fait qu'un effet, enfin, qu'une cause engendre un effet, et qu'un effet est explicable par une cause, ainsi de suite, et puis toute la recherche expérimentale. Alors c'est là où Canguilhem est par exemple très utile pour cette critique, cette analyse critique de la construction de la méthode expérimentale, par exemple de la méthode expérimentale de Claude Bernard, etc. Mais comment mettre ça en application dans la rencontre? Comment ne pas euh, s'enfermer soi-même dans ces classifications catégorielles et dans ce positivisme? Et donc Husserl a été l'un des premiers philosophes à critiquer ce positivisme d'une façon solide, logique, rigoureuse, par cette méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure, la réduction. Pourquoi? Parce que dans la réduction phénoménologique, c'est comme ça que ça s'appelle, on met entre parenthèses les clichés théoriques que l'on euh, revêt, enfin, qui nous servent à revêtir l'autre d'une espèce de costume de clichés ou d'habitus, de catégories diagnostiques, de tout ce qu'il enferme dans ce qu'il est et non pas qui il est. Et donc ces catégories peuvent être fondées par des théories. Donc il va falloir mettre entre parenthèses aussi euh, toutes les théories que l'on croit connaître. La psychanalyse est une théorie d'une certaine façon, ou un ensemble de théories. Les thérapies cognitivo-comportementales sont aussi fondées sur des théories, quoi qu'elles en disent. La classification catégorielle du DSM, qui se prétend athéorique, est quand même fondée par les théories qui sont en usage chez les psychiatres américains et européens qui l'ont construite. Les psychiatres sont élevés par une pensée positiviste. Et il faut certainement mettre entre parenthèses, donc suspendre momentanément ces théories positivistes
déterministe, euh, expérimentale, technique, scientifique, parce qu'elles valent dans un monde scientifique, mais qu'elles ne valent pas nécessairement dans le monde de l'interaction et de la communication, il faut les suspendre pour parvenir à voir ce que l'autre est vraiment, ou qui il est vraiment, ou les choses elles-mêmes. La phénoménologie, par la réduction, cette méthode de suspension des clichés théoriques, vous permet d'accéder à ce qu'est la chose et la façon dont elle se présente. Et elle va faire un événement, de la rencontre d'une chose, d'un fait clinique, par exemple aussi, une sorte d'événement qui va prendre du sens. Ce qui s'intéresse, enfin, ce qui nous intéresse dans l'approche phénoménologique, c'est de trouver une méthode qui me permet de m'approprier le sens que prennent les choses et de le restituer avec des mots, de le traduire, etc. Donc ce qui se produit, je vais chercher le sens que cela peut prendre lorsque je rencontre l'autre. Et c'est cette recherche des directions de sens que prend la présence de l'autre qui vont caractériser l'attitude phénoménologique. C'est au fond l'attitude de Jaspers, de Carl Rogers, lorsqu'il accepte le patient de façon inconditionnelle. C'est l'attitude de Carl Rogers quand il parle d'une thérapie centrée sur le client. Cet être centré sur le client, c'est en fait un attachement à la singularité de l'autre, mais en la laissant se produire devant nous. C'est-à-dire, ni en se mettant à sa place, ni en pensant à sa place, ni en prenant sa place, mais en le laissant être qui il est, en s'exprimant au travers de qui il est. Et c'est en ce sens-là que la méthode phénoménologique va nous permettre d'accéder, par-delà les théories, à ce qui les rend possibles, à cette thématisation qu'est la thématisation théorique. Qu'est-ce qui la rend possible? C'est l'expérience vécue. Donc on va essayer de retrouver l'expérience vécue des personnes sans le vivre à leur place, simplement au travers de ce qu'elles vont nous en dire, donc en les aidant à s'auto-expliciter, à se comprendre elles-mêmes et à revenir et revenir et revenir sur certaines expériences. Ça peut être des expériences très basiques de la vie, ça peut être une expérience du monde, ça peut être en fait des gens en nous parlant de ce qu'ils font, là où ils vivent, qui ils sont devenus, qu'étaient leurs parents, etc. Ils vont nous parler de leur propre expérience, et cette explicitation de leur propre expérience, même intime, va être ce qui va leur permettre de renouveler les expressions, peut-être de créer des métaphores pour les traduire, peut-être de pouvoir en parler plus librement. Donc, en favorisant cette auto-explicitation, je dois pouvoir arriver à créer un espace qui serait un espace psychothérapique, dans lequel la parole pourrait être libre, elle ne l'est jamais totalement, et devenue libre, pouvant passer d'une réalité à une autre, passer d'une être simplement. Des remarques, des questions? En principe, pour suivre l'ordre du cours tel que on en a parlé avec Hervé Madé, euh, dans un quart d'heure, là, on devrait passer à une libre discussion entre nous. Et alors, j'avais écrit un cours, bien sûr, mais tout ce que je vous dis n'a pas grand-chose à voir avec le cours, sauf que peut-être on peut y arriver. Et on a opposé, expliquer et comprendre. On a parlé un petit peu de la compréhension comme un phénomène génétique. Et on peut maintenant peut-être s'intéresser à qu'est-ce qu'est cette chose que comprendre autrui, qu'est-ce que autrui manifeste? Ben, autrui,
Ce à quoi il nous fait accéder, c'est ce qui rend notre métier passionnant, c'est à son monde. C'est un métier dans lequel on rencontre des tas de mondes. On nous raconte plein d'histoires. Et ces histoires, elles sont à propos du monde dans lequel vit autrui, dans lequel je vis, etc. Et l'intérêt même que l'on peut prendre pour le déroulé de ces histoires, euh, il naît du fait que euh, ce n'est pas qu'on les vit, ces histoires, certainement pas. Comment on pourrait expliquer, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas connu de deuil puisse écouter quelqu'un qui en a connu? À dire vrai, c'est un peu vrai. C'est peut-être qu'il faut avoir su ce que c'était pour pouvoir comprendre un petit peu par où passent ceux qui le vivent. Mais n'empêche que l'on peut essayer de s'en faire une représentation. On peut essayer, même si on n'a pas vécu de deuil, de se représenter ce que c'est que de perdre quelqu'un que l'on aime, ou de représenter ce que c'est que l'effondrement du monde qui correspond à un tel deuil, et de comprendre ce que ça nous fait, à nous, de façon spécifique. Qu'est-ce que l'on perd? Et dans quelle mesure, quand on est en deuil, on ne perd pas le monde tout entier? Sur beaucoup. Parfois, pas toujours. Et donc, ces processus de compréhension qui font que les vécus s'enchaînent les uns aux autres, pour pouvoir y accéder, il faut que l'autre nous parle de son monde. Donc il faut qu'on le laisse parler de son monde. Il y a une conduite de l'entretien, par exemple, une conduite du premier entretien, pour revenir à ce que nous disait Gaël, qui est abîmée, gâchée par les entretiens standardisés tels qu'ils sont présentés dans la psychiatrie des échelles, ou dans la psychiatrie qui cherche à faire des diagnostics à tout prix en se basant sur des questions stéréotypées. Cette psychiatrie-là ferme la possibilité d'un dialogue ouvert. Alors là aussi, le dialogue ouvert, c'est une méthode. Et c'est une méthode qui laisse libre la personne de parler de son vécu de la maladie, de ce qu'elle entend, elle, par maladie, de la façon dont ça altère son monde, etc. Donc de revenir au vécu. Pour pouvoir revenir à ce vécu, il ne faut pas avoir de théorie préconçue. Il faut donc tout le temps remettre entre parenthèses les théories qui nous viennent en tête, ou bien les éprouver dans le dialogue, en essayant de voir qu'est-ce qui se passe quand on en parle, qu'est-ce que l'autre ressent quand on en parle, pour pouvoir avancer, faire des diagnostics de surcroît, on va dire, qui apparaissent à certains moments parce qu'il y a des ruptures dans la compréhension, parce qu'il y a des ruptures dans la communication. Au fond, la phénoménologie euh, parvient à définir la notion de symptôme, le fait de faire un symptôme, comme ce moment où il y a une crise dans la communication. Donc ce qui fait symptôme, c'est une crise de la communication. C'est une crise du se comprendre ensemble. C'est le moment où on ne se comprend plus et où une anomalie apparaît et où cette anomalie vient se ranger presque naturellement dans une catégorie préétablie. Lorsque, par exemple, on trouve que la rencontre avec quelqu'un est un peu étrange et que ce vécu d'étrangeté et ce manque de naturel ne peuvent pas être surmontés, lorsqu'on est psychiatre, très souvent, on va se mettre à penser à la schizophrénie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la schizophrénie existe comme un fait matériel. Si par exemple j'en reviens à Denise, Denise, lorsqu'elle se sent comprise, lorsqu'elle revient me voir, elle a 85 ans, c'est une dame qui a été pédiatre et qui a été qui a été excellente dans son métier, qui a pris un soin extraordinaire dans le suivi de ces jeunes patients. Pendant 50 ans, elle a fait ça, et puis vers l'âge de 80 ans, elle a commencé à sentir les premiers signes de ces pertes de mémoire et elle a connu une période dépressive lorsqu'elle a pris conscience de ces premiers signes.
Et lorsqu'elle vient me voir, en fait, elle souffre d'une sorte de dépression euh, que l'on peut repérer en tant que psychiatre, parce qu'elle est ralentie. Le psychiatre du DSM étiqueterait ralentissement psychomoteur, fatigue, euh, sentiment de culpabilité, vécu de honte, et puis il trouverait même des moments psychotiques, conviction d'incurabilité, péjoration de l'avenir. Donc, très vite, dans cet épisode dépressif majeur, caractérisé avec des items psychotiques, là aussi, dans le DSM, dans le CIM, ça a un chiffre et une catégorie bien stricte, euh, où la personne disparaît. Lorsqu'elle se présente à moi, bien sûr que je pense à ça, parfois en tant que psychiatre. Je me dis qu'elle est dépressive, mais c'est pas sur la base de la somme de ces items que je vais me fonder, c'est sur la base du vécu. Et lorsque je la vois, elle est comme ça. Si démonte qu'elle soit, elle est comme ça. Elle ne dit presque rien, elle est malheureuse, et puis lorsque je commence à parler avec elle, elle me dit, je suis fichu, je suis bonne à jeter. Plus personne ne fait attention à moi. On ne me laisse pas mes petits-enfants regarder, parce qu'ils pensent que je vais faire une bêtise. Ah, combien j'ai de petits-enfants? Vous me demandez leur prénom, mais je ne me souviens pas. Mais j'ai des enfants. Ah, quand j'étais enfant, on me mentait tout le temps. Ma mère me mentait. Pendant que mon père était à Paris et qui travaillait, travaillait dans l'armée, puis ma mère, elle était là, elle recevait la solde et elle le trompait avec un représentant de commerce. Sa conduite, j'étais pas d'accord. Mais j'ai toujours fait croire à mon père. Je me souviens de ça. J'ai toujours fait croire à mon père qu'elle l'attendait. Lorsqu'elle me raconte ça, dans cette séance où je la reçois effectivement longuement, et où elle a confiance, et où elle me parle de son secret de famille, il reste le secret de famille. Elle se souvient peut-être plus de qui elle est, d'une certaine manière, ce qu'elle est, de son mari. Je veux dire que quand son mari va venir la chercher, qu'il entre dans la porte, elle dit, mais qui êtes-vous? Et par une fausse reconnaissance, elle reconnaît le chauffeur de son père. En général, le mari le prend mal, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Il supporte mal d'être anonymisé comme ça. Mais ce qu'il y a de très net, ce que je lui ferai remarquer un jour, c'est que le monde de cette dame n'a pas changé. Et qu'elle est encore dans le monde de son enfance, et puis dans le entre-deux mondes, d'une certaine manière, et que elle reste pleinement compréhensible, et elle peut se faire comprendre en racontant ce monde, ce qu'il a été, ce qu'il n'a plus, ce qu'il n'est plus, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, comment elle a pris certaines qualités de son père par une admiration qui était sans borne. Tout ça, elle le raconte, raconter au travers de ses souvenirs des choses qui contiennent des vérités à son propos. Elle est capable donc d'exprimer des valeurs. Et ces valeurs dans lesquelles elle a grandi, négatives, positives, rendent compte un peu de sa façon de donner du sens au monde. Elle continue à donner du sens au monde. Et lorsqu'on la comprend, lorsqu'elle se sent comprise, c'est parce qu'elle se sent comprise par moi quand je la reçois, c'est parce que je la comprends comme un sujet
qui crée du sens en attribuant des valeurs à son monde. Et ça, même une personne qui présente une dégénérescence en est capable. Et donc reconnaître cette capacité, ça la soulage. Et à la fin de l'entretien, qui a duré longtemps, on a ce sentiment de s'être compris mutuellement parce qu'on s'est entendu sur un certain nombre de valeurs qui pouvaient être partagées. Donc il y a un horizon à ce monde. Et ce que nous avons décrit à ce moment-là, ce qui nous a permis de nous comprendre, c'est de se saisir du système du monde qui lui donnait des éléments de compréhension. Cette notion de système du monde, c'est aussi ce à quoi j'avais envie de vous introduire aujourd'hui. Elle a été introduite, entre autres, par Dilthey, en particulier dans le sens de l'histoire, du sens que l'histoire peut prendre pour le sujet. Elle est un peu la base des interprétations possibles. Une interprétation doit tenir compte quelque part de l'organisation de ce système du monde. Un système du monde, c'est une sorte de structure interne, d'organisation du monde qui fait que la culture le fabrique d'une certaine manière, notre monde. Que non seulement notre culture, mais notre façon de l'éprouver par l'expérience nous permet de donner du sens en suivant des directions de sens. Par exemple, cette dame, Denise, depuis petite, elle a besoin de s'élever elle-même et d'avoir le sentiment d'être bien élevée. L'élévation, quelque part, est une direction de signification très importante pour elle. Et lorsqu'elle déprime, c'est qu'elle a le sentiment qu'on l'a réduit à un objet. Et que réduite à un objet par ses petits-enfants, par exemple, qui la trouvent inutile, qu'elle ne peut plus garder. Lorsqu'elle est ainsi réduite à un objet, à un outil, elle n'a plus d'existence propre, et perdant cette existence propre, elle a perdu le sentiment de ses valeurs. Si elle déprime, c'est parce qu'elle est quelque part dans une situation qu'elle tient pour une déchéance. Or, cette peur de la déchéance, c'est la deuxième chose qui l'a animée dans l'intention de fuir le monde de sa mère, qui était un peu légère et dévergondée. Et en fuyant le monde de sa mère, elle se rapprochait de son père, qui introduisait une loi. Et on peut comprendre toutes les directions de sens de cette personne en comprenant comme la problématique de l'élévation et de la chute. Elle a peur de la déchéance au sens d'une chute morale. Et si elle est déprimée, si elle n'avance plus, si elle est persuadée que son incurabilité est inéluctable, c'est parce que l'avenir est complètement bouché, parce qu'elle ne pourra pas recommencer le passé tel qu'elle l'a vécu, et parce qu'elle est enfermée dans le passé. Parce que donc, quelque part, elle ne peut plus mobiliser son temps. Et la dépression elle-même, c'est une incapacité à produire un horizon ouvert dans la rencontre. Et donc, ce qui l'aide, lorsque je la reçois, c'est à remobiliser cette rencontre. Alors, bien sûr, je lui ai peut-être prescrit un antidépresseur et quelques gouttes de neuroleptique pour pas qu'elle déraille complètement, malgré elle. Mais c'est pas le problème. Ce qui importe, c'est qu'elle se sente comprise. Donc Denise, quelque part, par le cas éclair dont je vous ai parlé, nous donne la possibilité de comprendre ce que ça signifie comprendre. C'est peut-être accéder au qui de la personne, à qui il est. C'est peut-être accéder à sa singularité. C'est comprendre comment s'enchaînent pour lui des vécus d'une façon presque éclaircie. C'est l'aider à éclaircir cet enchaînement de vécus pour qu'il puisse nous rendre sa propre expérience compréhensible. Allez, la règle voudrait qu'on s'arrête là, enfin qu'on s'arrête là du grand monologue que je vous ai fait, et que vous puissiez intervenir et commenter. Donc il y a un débat qui puisse continuer parce qu'on a déjà commencé. Alors je ne Alors, sais pas si vous êtes restés, j'en ai perdu que 4. alors
je peux vous poser une question juste par rapport à... Merci déjà de reprendre le cours de philosophie qu'on avait déjà et ça fait très plaisir. Donc, je dis juste, là, je suis en formation de psychanalyste avec Monsieur Madé. Donc, ma question par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, c'est par rapport aux personnes âgées. Et je me posais la question par rapport à votre patiente Denise, que vous venez de nous éclairer. Quand je faisais mon stage à la maison de retraite, je me posais la question, après avoir vous écouté, que est-ce que la maison de retraite, cette construction de maison de retraite n'entraîne pas très rapidement les personnes que les patientes à ce moment s'enfermer, les personnes âgées euh, dans quelque chose où elles ne sont pas comprises et que après ça accentue très rapidement la mort derrière parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de morts euh, quand elles viennent d'arriver, elles sont encore ce que j'ai remarqué parce que je suis restée un peu longtemps dans cette structure, elles sont bien, enfin bien, entre guillemets. Et après, dans quelques jours, c'est la dépression qui s'accentue. Il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas des gens pour vraiment, des gens, il n'y a pas de professionnels de psy pour... j'avais une psychologue, mais elle était débordée par rapport à le nombre de patients. Donc, ce que vous venez de dire, c'est ça que ça m'interpelle, je me dis, c'est à partir de là qu'elles arrivent à se lâcher et mourir très vite. Parce qu'elles Oui, ne se sentent oui, pas comprises, elles n'ont pas, on n'a pas pris les mots ou la valeur de mots ou l'importance de ce que leur récit, ce qui reste dans eux. De partir du moment où on ne prend pas ça en valeur, ils se laissent aller et puis elles se disent, bon, je ne suis pas comprise dans ce monde et il vaut mieux que je parte. Enfin, c'est ce que ça m'a... Après avoir vous écouté, c'est ça que ça m'a fait, ça m'a percuté, quoi. oui, c'est vrai. Après, ce qui se pratique parfois dans certaines maisons de retraite, celles dans lesquelles les gens sont le mieux, c'est tout un travail sur les souvenirs et sur les émotions, et où l'on tente de conserver des activités qui ne sont pas simplement des activités pour les vieux, mais qui tiennent compte de leur singularité, et où on partage des livres de photos souvenirs, ou écouter des disques ensemble, ou avoir des activités créatives et culturelles autour à la fois du passé et de l'actualisation d'expériences vécues, émotives, passées. Souvent, ce qui reste d'une personne quand elle a perdu une partie de l'accès à son passé, c'est des émotions, c'est des goûts, des souvenirs, des choses qu'elle peut raconter à propos de l'expérience vécue de choses simples. Ça peut être un jus d'orange, ça peut être une écoute, ça peut être une photo, ça peut être des images, ça peut être la création d'une recette, ça peut être au travers d'expériences vécues de la vie ordinaire, Mm. on parvient à nouveau à retrouver l'accès des émotions. Et au travers de l'accès aux émotions, on arrive à peut-être percevoir le goût des choses. Par exemple, retrouver le goût des choses, c'est un peu essentiel à vivre, le goût de la vie. Et il faut créer les conditions pour que ça réapparaisse. Dans la plupart de ces maisons, les créations ne sont pas créées. Non seulement elles ne sont pas créées, mais elles sont détruites. Euh, il n'y a pas l'accès à cette singularité de l'expérience vécue. Tout le monde est à la même enseigne. C'est pas parce qu'il y a le nom sur la porte que la personne est traitée humainement. Oui, cette remarque, bien sûr,
On a tous des histoires en tête où quelqu'un que l'on a placé en maison de retraite est mort 3 semaines après. Comme d'ailleurs, on a souvent en tête des personnes qui meurent après le décès de leur conjoint. Et dans le fait de se laisser mourir, il y a aussi le fait de rejoindre ce que l'on a aimé, ou ceux par qui on a été aimé, ainsi de suite. Excusez-moi, est-ce que je peux du coup réagir sur ce que vous venez à l'instant de dire, sur le fait de rejoindre une personne qui nous a aimés, une personne donc qui nous a compris, qui a connu, qui connaît le fil de notre vie. Et les personnes qui sont des personnes âgées en dépression, etc., le premier soin qu'on peut leur apporter, c'est l'écoute et la compréhension du fil de leur vie. C'est un peu la preuve qu'ils ont existé, non? Oui, bien sûr. Ils ont plus ça, les personnes dans les maisons de retraite ou les personnes seules dans leur logement, visitées une fois par jour par une aide à domicile, n'ont pas forcément la preuve de leur existence puisqu'il n'y a plus personne pour les comprendre ou les connaître. Oui, alors ce que vous venez de dire me permet de rebondir sur quelque chose que j'avais envie de vous dire. Mm. C'est que notre sentiment d'exister, d'une façon générale, naît du sentiment d'avoir été compris. Et en fait, par exemple, l'une des préoccupations maternelles premières, c'est euh, que notre mère qui, n'importe quel substitut, même très momentané, cette impression qu'elle nous donne d'avoir été compris par rapport à une souffrance ou par rapport à un désir, d'avoir pu être consolé ou d'avoir pu trouver dans l'assurance, cet attachement, quelque chose de stable, d'avoir pu trouver une sécurité, d'avoir pu trouver une réponse, d'avoir pu trouver le, le biberon quand on avait faim, et le fait de se sentir porté quand on était en détresse. Et donc cette idée première est de l'ordre de la compréhension, parce que la compréhension, quelque part, elle est de l'ordre de l'amour. Donc là, on ne pourra pas avancer dans cette question de la compréhension, on en parlera dans des cours suivants, sans aborder cette question de l'amour et de l'être ensemble au sens de être nous. Et c'est dans cet être nous qu'un enfant, quelque part, se sent exister. Un enfant qui est élevé à un moment donné, ce qui était le cas de Denise, dans l'indifférence, ne se sent pas exister. Et cette difficulté à exister plus tard va ressurgir comme un problème spécifique et qui sera dans le DSM classé comme épisode dépressif majeur ou état limite, borderline, ou voilà, etc. Oui, le sentiment d'exister, donc, il naît de l'être compris. Je peux revenir si vous avez fini de répondre. Oui, J'aimerais que vous soyez là ou la prochaine fois, vous essayez de nous donner l'explication sur la compréhension par rapport à la psychanalyse, la compréhension par rapport à la philosophie et par rapport à la logique. par Pour voir, rapport à la logique, par rapport à la logique, pour voir s'il y a une différence parmi ces trois. c'est une question profonde, parce que le fait que notre expérience ait du sens présuppose qu'on puisse se l'approprier,
dans une certaine mesure. Mais ce que ça ne signifie pas non plus l'avoir. Mhm. Donc ce qu'il faut s'approprier, c'est le discours qui conduit à son élucidation, qui conduit à sa présence en tant qu'être, finalement. C'est le discours du dévoilement sur elle. Là où il y a une certaine logique, c'est que lorsque l'on s'approprie un sens, euh, on a le sentiment, par exemple, qu'il se dévoile, que donc on s'approche de la vérité, que l'on s'approche de... Et dans cette approximation, il y a une appropriation. Après, le sentiment de cette activité d'appropriation, c'est reprendre à son propre compte le sens de ce qui apparaît dans le monde. Et pas le reprendre nécessairement pour son propre usage, mais le reprendre pour son sens. Par exemple, ce qui distingue un pervers de quelqu'un qui nous comprend d'une façon normale ou névrotique, c'est que le pervers ne manque pas d'empathie. Il a l'intuition parfois de ce que l'on pense, de ce que l'on désire, etc. Il a même le sentiment parfois de mieux le savoir que nous. Mais il s'en sert à son propre usage, en se l'appropriant au sens d'une propriété. Alors, il ne s'agit pas de s'approprier une chose, mais il s'agit de s'approprier un sens qui n'est pas la même chose. Parce qu'en s'appropriant le sens, on tient une distance. Et lorsqu'on tient une distance en se réappropriant le sens d'une chose, on construit avec, mais aussi dans la différence. Alors, je ne sais pas si je... Mais la logique, quelque part, dont vous me parlez, c'est une logique qui va entremêler le même et l'autre, l'identité et la différence, le fait de prendre ensemble et de séparer, le fait de s'approprier un concept. Il y a une logique propre des choses, quelque part, qui est la logique de la réalité, qui est une logique perspectiviste. Je veux dire que lorsque vous voyez une chaise, vous percevez que cette chaise est une chaise parce que vous voyez qu'elle a quatre pieds, qu'elle est solide, que vous allez pouvoir vous asseoir dessus, qu'elle va pouvoir vous servir de chaise, etc. Mais vous apercevez aussi, sans le voir nécessairement, ce qui est derrière elle et ce qui est encore une chaise. Donc vous pouvez tourner autour et comprendre ce que c'est qu'une chaise. Il y a une logique de la perception quelque part. Et cette logique de la perception, qui est une logique temporelle, elle organise la réalité des choses. Au fond, nous vivons dans une réalité perceptible euh, autour de laquelle nous avons des points de vue, et ce sont ces points de vue qui garantissent aussi en même temps la position subjective que l'on adopte par rapport à eux, qui nous donne le sentiment d'exister parce que nous voyons aussi. Par exemple, Denise, cette personne dont je vous ai parlé, elle voyait ce qui se passait autour d'elle et on lui demandait de ne pas voir. C'était une logique contraire au sens et c'était destructeur de sa propre personne parce que c'était contraire à la logique du sens. Il y a donc quelque part une logique à la fois affective, perceptive et une logique des concepts qui s'articulent tous ensemble pour pouvoir constituer une unité du sujet. Alors, Merci. ah oui, on a encore du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Peut-être que je oui, n'ai pas compris la question. comment? Je n'ai peut-être pas compris la question. Non, non, vous avez bien répondu. Mais c'était la nuance aussi que je voulais, mais la logique, j'ai bien compris. C'était la nuance entre la logique et la psychanalyse par rapport au mot compréhension. Oui, alors là, il y a euh, d'abord l'inconscient peut ignorer la logique, et puis il y a une vraie question que se posait Jaspers. Quand par exemple on bute sur quelque chose qu'on ne comprend pas, euh, si on est dans une perspective très positiviste et réductionniste de la psychanalyse
freudienne au moment où Jaspers a commencé à la critiquer, euh, on peut penser que l'inconscient est une théorie qui nous permet de boucher des trous lorsqu'il manque un chaînon dans la compréhension. Donc lorsqu'il manque un chaînon logique, on présuppose euh, un concept qui nous permettrait de faire le pont. Lorsque par exemple euh, euh, une patiente, un patient tient sa fille, toujours un patient qui a une dégénérescence, tient sa fille, prend sa fille pour sa femme et tente de l'embrasser, euh, quelqu'un qui serait vraiment rudimentaire penserait que c'est une forme de complexe d'Oedipe inversé et pourrait attribuer ça à la relation père-fille dans une dimension sexuelle, libidinale, etc. Et pourrait interpréter ça dans le sens euh, de la pulsion freudienne. Jaspers répondrait à ce moment-là que ben, ça n'existe pas. C'est un mythe que l'on va placer pour boucher les trous de la compréhension, pour rester dans un enchaînement logique. De la même façon que Jaspers s'appelait mythologie cérébrale toutes les hypothèses neuroscientifiques qui pouvaient apparaître euh, au moment où il a écrit sa psychopathologie. Euh, parce que c'était des mythologies, parce que ça ne reposait pas sur des faits. Aujourd'hui, certains groupes de psychiatres, de neuroscientifiques tentent d'échapper à la logique du DSM en proposant une logique encore plus euh, rigoureuse mais étroite de la considération du symptôme en tant que tel et de tout ce qui pourrait l'accompagner, comme imagerie, comme machin, etc. C'est pareil, c'est une mythologie. Alors on peut, par volonté de ne comprendre que ce qui serait un enchaînement logique, ajouter des chaînons quand il manque. Mais comprendre, ça n'est pas ça. Il va falloir repousser les limites de la compréhension en essayant de comprendre comment le sens se construit et se constitue à partir de l'expérience elle-même. Merci. Vous êtes mort. Il faut faire des remarques. C'est une mauvaise plaisanterie. Mais en fait, je dis ça, c'est épuisant en fait, hein, quand même. 2 heures de cours. C'est vraiment épuisant. On ne peut pas en général tolérer plus de 3 quarts d'heure ou plus d'une demi-heure. Mais ça, donc, petit Ah à petit, on ben, le rendra plus vivant encore. Encore que, franchement, vous l'avez déjà rendu vivant en posant des questions, en étant interrompu, et puis on verra bien où ça mène. Je le reprendrai où je l'avais arrêté, etc. On verra bien. Oui, alors surtout à 12 heures, le ventre vide. Alors c'est marrant. Ça me fait penser à une expérience. Euh, on s'est mis à étudier scientifiquement la résonance empathique, ce qui est une des compréhensions une des conditions de la compréhension. Et il y a des gens qui, par exemple, ont essayé de l'étudier euh, en merci Mathilde, en, euh, en, euh, en étudiant le degré de la salivation qu'un autre éprouve quand je lui montre un citron juteux. J'avais pensé même avant de faire ce cours, pouvoir manger un biscuit au milieu de ce cours pour pouvoir vous faire envie. Et donc saliver en voyant un biscuit. Et c'est une méthode pour étudier l'empathie, parce que lorsque vous voyez quelqu'un manger quelque chose de bon, vous vous mettez à saliver. C'est presque un réflexe et ça peut être mesurable. La quantité de salive, vous pouvez déterminer. Les critères objectifs des histoires scientifiques passent par la possibilité de compter et de quantifier les choses. Donc la quantité de salive produite
à l'image d'un citron mangé par autrui, peut être une façon d'étudier la résonance empathique. Quand j'ai lu ça, j'y ai cru, mais pas trop, parce que ça m'a paru tout à fait absurde. Tout comme une certaine étude qui, dans les années 60, avait étudié l'intensité de la relation amoureuse à la durée pendant laquelle des couples de danseurs se regardaient dans les yeux. Donc, et avait appelé ça euh, étude quantitative de l'amour romantique. Et évidemment, on ne peut pas y croire. On peut pas y croire parce qu'il y a des biais épistémologiques manifestes où l'on confond explication et compréhension. Mais quand on y réfléchit, on peut se dire quand même que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est de voir qu'est-ce qui distingue, au fond, l'empathie du pervers, outre le fait qu'il va s'en servir à ses propres fins. euh, oui, quelqu'un dit comment tuer l'amour en tentant de le mesurer. Tout à fait. Le fait même qu'il soit mesuré, c'est foutu. Mais c'est pareil pour toutes les expériences qui essaient de réduire la subjectivité. Et c'est une des principales difficultés du dialogue entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. C'est quelque chose à quoi il faudra que l'on revienne. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais dans notre vie de tous les jours, nous passons notre temps à ça, à euh, croire comprendre en proposant des explications ou en se contentant d'explications toutes faites et en partant de l'idée qu'elles sont déjà données, qu'elles sont vraies et qu'on n'a pas la peine, c'est pas la peine d'y réfléchir. Lorsqu'on conduit une voiture, on ne se pose pas de question de savoir comment marche un moteur à explosion ou un moteur électrique. On s'en fout, elle marche. C'est que quand ça commence à pas marcher qu'on se pose des questions. Quand on tombe en panne. Y a-t-il un dernier commentaire ou une dernière Pierre? Il y a simplement votre nom qui vient d'apparaître sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Ou bien, je regarde si quelqu'un a écrit. Mais vous avez beaucoup écrit. Bien d'accord sur le fait qu'il ne faut pas mettre tous les psychiatres dans le même sac. Bien sûr que c'est comme toutes les pressions, sur toutes les fonctions. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une remarque qui m'intéresse beaucoup. Euh, il y a à notre époque une notion de performance continue dans tous les apprentissages qui laisse peu de place au prendre le temps de comprendre. C'est comme si on voulait lancer une machine à toute puissance avant que le moteur ne chauffe. C'est très vrai, c'est pas vrai que de la période de l'apprentissage, c'est vrai d'une façon générale. Ça a été appelé l'époque de la performance insignifiante. Nous sommes contraints de plus en plus vite, le monde s'accélère. Il y a toute la pensée de Hartmut Rosa là-dessus, qui fait que pour pouvoir être à l'heure avec les autres, il faut aller de plus en plus vite. Pour pouvoir être avec les autres, il faut tout le temps prendre un train en marche. On n'a pas le temps de comprendre ce qui nous arrive. Non seulement on n'a pas le temps de le comprendre, mais on n'a pas le temps de le vivre.
Et c'est certainement une des difficultés qui mènent au burn-out ou à la dépression. Cette contraction du temps, comme Muriel Boson vient de le dire. Ah ben voilà, il faut lire Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, c'est curieux. Ben oui, voilà, c'est bien sûr que je pensais à lui, tout à fait. C'est un, j'allais dire, c'est un chef-d'œuvre, cette pensée. En fait, c'est une pensée très, très pragmatique qu'il faudrait dire, enseigner dans les écoles presque. La pensée de la résonance chez Hartmut Rosa. Et pour compléter, si je puis me permettre, il y a en ce moment sur Arte, il y a un très bon documentaire sur Hartmut Rosa, parce que c'est quand même des pavés qui font 600-700 pages. Très bon documentaire sur qui? Sur Hartmut Rosa? Oui, et qui est une condensation complète de toutes ces œuvres qui, en ce moment, c'est sur Arte, c'est fantastique. Ah oui, Oui, je vais le regarder. Moi, j'aime beaucoup Hartmut Rosa, en particulier son dernier livre, qui est sorti en 2024, c'est sur le métal, le rock métal. Et c'est un livre passionnant, parce que, enfin, vous l'avez lu, je pense, non, pas encore. mais il est né dedans, quelque part. Et pour moi, c'est quelque chose qui compte. Euh, le rock, c'est un peu la génération qui a été formée dans cette forme une sorte de religion de l'atmosphère. Et le livre de Hartmut Rosa parle de cette ambiance, justement. Donc, oui, merci. Alors, j'essaie de revenir justement à ce. Et oui, je regarde tout ce que vous avez écrit. Alors, c'est une question qu'Audrey pose à propos de Denise. Je prends juste le temps de répondre aussi à cette question. Euh, Au vu de son âge de sa maladie, peut-elle passer la dépression? Est-ce possible? Ou le rôle est juste de l'accompagner? Alors oui, bien sûr, c'est possible. Et pas simplement en lui donnant des antidépresseurs, c'est possible parce que lorsque dans la rencontre, elle se sent comprise, l'intérêt qu'elle a dans la rencontre lui permet de trouver des motivations. Et dans le fait de trouver des motivations, par exemple de faire l'effort de penser, il y a quelque chose qui remobilise euh, la dynamique du temps. Or, la dépression, quelque part, c'est un arrêt du temps vécu. Ça faisait partie des choses que je voulais aborder aujourd'hui, mais on aura le temps d'y revenir dans les cours suivants. Cet arrêt du temps vécu présuppose que on n'a plus devant soi que la répétition du passé, et cette répétition du passé, sans le reconsidérer, sans le reprendre à son propre compte et le retravailler, sans le déplacer, est totalement enfermante elle-même et euh, réduit l'expérience quelque part à un néant ou à une expérience de l'objet. Et cette réduction-là, on peut en sortir en retrouvant le chemin de choses simplement vivantes. Par exemple, constituer pour ces petits-enfants qu'elle a le sentiment d'avoir perdu quelque part, euh, à nouveau, non pas un modèle, mais plutôt quelqu'un qui néanmoins vit bien, ça fait partie des éléments qui lui ont permis de sortir de la dépression. Montrer que c'était que vivre, c'était toujours quelque part fuir aussi un petit peu l'enfermement et échapper à la mort, tout en acceptant. C'est quelque chose qu'elle est, malgré sa démence, capable de penser.
des recommandations de lecture au sujet de ce cours ou des docs à partager. Il y a un article, je pense, sur la psychothérapie existentielle qui a été écrit par Tudy Gauzet pour l'EMC, euh, qui est un collègue et ami qui, qui a beaucoup écrit sur ce thème. Et puis, euh, il y a sur le site de l'INA, ça c'est pour ceux qui voudraient approfondir la connaissance du citron, euh, un cours de Merleau-Ponty au Collège de France, qui est repris en partie, et ce cours de Merleau-Ponty passe, pour apprendre la phénoménologie, pour apprendre la réduction phénoménologique, par l'expérience que ça nous fait de penser à un citron. De quelle façon on peut retrouver les traits d'essence du citron, les traits de caractère du citron. Donc la personne qui dit que est-ce que la salivation peut dépendre de l'objet? Si je n'aime pas le citron, il est possible qu'effectivement vous ne saliviez pas, bien sûr, si je n'aime pas le citron. Mais par exemple, cette question peut être très étendue. Si je rencontre une personne, que je suis le psychothérapeute, que je suis un homme et que cette personne est une femme ou l'inverse, est-ce qu'on peut vraiment se comprendre? C'est du même ordre. Et quelle est la... enfin, en fait, il faut s'oublier soi-même aussi dans cette histoire pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'expérience de l'autre. Et donc, il faut aussi oublier ce que l'on est. Et donc, si vous n'aimez pas le citron, l'exemple du chocolat peut être pris. Si vous n'aimez pas le chocolat, l'exemple de la viande peut être pris, etc. Tout peut être. L'important n'est pas l'exemple, l'être quoi de l'exemple, mais plutôt que l'on trouve euh, ensemble, à ce moment-là, un exemple qui puisse vous faire saliver. Et juste, j'ai le temps ou pas? Pardon? Est-ce que j'ai le temps de poser une question? Oui. Oui, ben merci beaucoup d'abord, ça a vraiment passé très vite. Et en fait, c'était par rapport au, plus une remarque, une question. Toute la difficulté, vous preniez l'exemple du deuil, est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qui vit un deuil si on n'en a pas vécu soi-même? Mais en même temps, si on en a vécu ou si on a vécu des expériences similaires, le danger d'être persuadé que l'on comprend, il existe bel et bien. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste en quelque sorte, non? euh, Équilibriste, Dans le sens où à la fois, si on n'a rien vécu de tel, on risque peut-être de passer à côté, mais si on l'a vécu aussi, on risque aussi de passer à côté de l'autre. Donc se oui, tenir entre les deux. mais c'est toutes les questions qui sont posées par la notion de transfert et de contre-transfert, ou par le fait que notre expérience finalement ne prend du sens que par le contexte dans lequel on pense et on produit du sens, et que les contextes ne sont pas transposables, ou que souvent quand ils sont transposables, ce sont des leurs. Je ne sais pas si je réponds. Oui, oui, oui. On travaille sans filet, bien sûr, mais Toujours se en méfier même- énormément. Hmm. Toujours se méfier énormément. Je n'ai pas De- compris. Se méfier de soi énormément, j'imagine, en tant que Oui, thérapeute. oui, encore que, bien sûr, il faut se méfier de soi, mais on ne peut pas être thérapeute en se méfiant non plus. Et donc, ça suppose une confiance préétablie, et donc là, euh, c'est en fait la distance que l'on parvient à établir euh, en se référant à un tiers quelque part. Dans la pratique
de la psychanalyse, il y a le fait d'avoir soi-même eu cette pratique, ou être, en tout cas vécu cette pratique du côté de celui qui était l'analysé, et qui fait que, au travers de cette distance via un tiers, on parvient à euh, créer peut-être un espace dans lequel une rencontre est possible, où on n'est pas à se méfier l'un de l'autre, parce que l'on a éprouvé le fait que cet espace euh, pouvait être à moi et pas à moi, un espace transitionnel, si vous voulez. C'est dans Merleau-Ponty. Hmm. Ouais. Merci. Merci. Voilà. On va s'arrêter si vous voulez. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et à très bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.